Europe 1. Nikos Aliagas, le projet de loi santé sera présenté ce matin au Conseil des ministres avec 2 points forts, la refonte de la carte hospitalière et la suppression du numerus clausus dans les études de médecine à compter de 2020. Nikos, vous en parlez ce matin avec l'avocat et l'ancien ministre de la Santé, Claude Évin. Bonjour Claude Évin. Bonjour. Encore un projet de loi? Oui, mais un projet qui s'inscrit dans une évolution de notre système, mais un projet de loi, c'est là pour permettre d'avoir un cadre juridique qui permet effectivement d'apporter des réponses. Après, il faudra mettre en œuvre ces différentes modalités d'organisation de notre offre de soins, qui doit être plus coopérative entre les différents acteurs, qui doit être plus adaptée à des situations territoriales différentes. Un projet de loi, c'est pas en soi une finalité, hein, c'est un outil pour permettre effectivement... Un outil de travail, vous voulez dire? Un outil de travail nécessaire sur la mise en place, par exemple, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Il faut, par exemple, alléger les cadres juridiques dans lesquels elles s'inscrivent aujourd'hui, les sociétés interprofessionnelles. Bon, il faut effectivement permettre l'évolution des hôpitaux. Il fallait réformer les études médicales. Donc, le projet de loi, il sert à ça. Mais après, il y a nécessité de mettre en œuvre des modalités d'organisation qui répondent à des besoins différents de la population selon les territoires. Mais ces dernières années, le nombre d'établissements hospitaliers a diminué. Alors, le nombre d'établissements hospitaliers n'a pas beaucoup diminué. Ce qui frappe beaucoup la population, c'est en effet quand il y a une fermeture d'une maternité, quand il y a une fermeture... En 20 ans, la moitié des maternités a disparu. Oui, mais pour des raisons essentiellement de sécurité dans la prise en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on ne fait pas un accouchement par jour, ce qui peut arriver quand on est autour de 300-350 naissances dans une maternité dans une année, quand on ne fait pas plus d'un accouchement par jour, on ne peut pas faire face à un accouchement qui va se présenter dans des conditions difficiles. Donc on a aujourd'hui une évolution de notre système de santé qui permet de sécuriser la prise en charge. Simplement, ce que la population est tout à fait en droit d'attendre, c'est une bonne organisation. C'est-à-dire que pouvoir accéder à une maternité qui prendra bien en charge, ça nécessite effectivement qu'il y ait un maillage du territoire, qu'il y ait une organisation qui doit être mise en place entre les différents acteurs. Mais une organisation, c'est un maillage de la santé en France. Regardez, je vais vous donner d'autres chiffres. Il y a eu 21 cliniques fermées entre 2013 et 2017, 95 hôpitaux fermés entre 2013 et 2017. Il reste en France 1363 hôpitaux et effectivement, on se rend compte qu'on a moins de moyens qu'avant. Non, c'est pas une question de moins de moyens. D'abord parce que il y a un chiffre, c'est que chaque année, l'argent qui est mis pour la santé, c'est-à-dire l'argent que met la sécurité sociale, qui est voté chaque année par le Parlement et qui s'appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, ça progresse chaque année de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros. Mais est-ce qu'il est mieux utilisé ? C'est cela qui est la préoccupation des pouvoirs publics et c'est ce à quoi tout le monde doit être attaché. Alors revenons sur les chiffres que vous avez évoqués. Il y a moins d'établissements. Il y a une organisation différente de l'offre de soins. On a des techniques aujourd'hui, on a une évolution des technologies qui permet par exemple de pratiquer des interventions chirurgicales à la journée, en hospitalisation de jour, qui permet à un patient de rentrer le matin, de sortir le soir. Donc on a moins besoin de lits hospitaliers qu'on avait besoin lorsqu'on était obligé de garder les patients 3, 4, 5, 8 jours pour une intervention chirurgicale. Donc il y a une évolution et il est nécessaire que le système de santé s'adapte à cette évolution. Simplement, c'est vrai que quand un patient sort d'un hôpital, il faut qu'il ait une organisation à domicile. Et c'est là qu'il y a besoin de faire évoluer notre système. On a encore un système de santé qui est trop cloisonné et c'est la coopération, c'est le groupement des différents acteurs auprès du patient qui doit être organisé. Donnez-nous un exemple, parce que vous en avez parlé dans votre tribune dans le journal du dimanche, justement concernant le maillage de la santé en France. Donnez-nous des exemples. Des exemples, j'ai entendu tout à l'heure sur votre antenne, sur Europe 1, l'exemple de Condé en Normandie, de Condé-sur-Noireau. Il s'avère que j'y étais il y a 1 an, puisque dans mon activité actuelle, j'accompagne entre autres des professionnels de santé pour créer des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires. Eh bien voilà, il y a une dizaine de professionnels, il n'y a pas que des médecins, mais qui se sont regroupés. C'est un mode d'exercice effectivement qui traduit une évolution dans le comportement des professionnels qui maintenant se regroupent pour travailler ensemble, pour organiser la permanence de soins entre
entre les différents professionnels. Voilà un exemple. Mais après, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on organise entre les médecins libéraux ou les centres de santé, sous quelle que soit la forme, et les établissements de santé, un maillage entre les hôpitaux et les cliniques au niveau des territoires. Et les territoires, ils sont différents selon effectivement l'organisation spatiale, selon la population. J'ai été un certain nombre d'années directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. On n'organise pas en Île-de-France l'offre de soins de la même manière quand on est au centre de Paris, quand on est en Seine-Saint-Denis ou quand on est à Provins, par exemple, en Seine-et-Marne. Du sur-mesure. Il faut faire du cousu humain. Et c'est là que notre système doit évoluer, car on a encore un système qui est trop national dans son organisation. Il faut qu'il soit adapté. C'est le rôle notamment des agences régionales de santé. Alors, on parle aussi de la création du métier d'assistant médical pour soulager les médecins libéraux. On parle de 4000 postes. Est-ce que c'est évoqué dans ce texte? Alors, ça fait aujourd'hui l'objet d'une discussion avec l'assurance maladie, entre les syndicats médicaux et l'assurance maladie, dans le cadre de ce qu'on appelle la convention médicale, les conventions professionnelles entre les syndicats médicaux et l'assurance maladie, puisque là, il s'agit d'aider les professionnels libéraux dans l'organisation de ce qu'on appelle l'offre de soins ambulatoire. Il y a aussi la fameuse suppression du numerus clausus qui fixe chaque année le nombre de places disponibles en deuxième année de médecine. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Le président de la République s'est exprimé, il a dit que ça ne servait à rien. Comment seront sélectionnés, sur quelle base et quels critères seront sélectionnés les futurs médecins? D'abord, il faut bien resituer à l'enjeu. D'abord, on a besoin de sélectionner les professionnels. Il ne s'agit pas non plus que n'importe qui, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, exerce le métier de médecin. Donc, il restera une démarche sélective pour accéder à la profession de médecin. Par contre, il y a un élargissement qui est prévu des possibilités de rentrer dans la formation des études de médecine. Ceci étant, attention, ne faisons pas de la suppression du numerus clausus un espèce de totem. C'est pas parce qu'on va avoir plus de médecins qu'on va avoir des médecins qui vont s'installer auprès de la population. Ce qui veut dire que, certes, c'est sans doute nécessaire de réformer les études médicales, mais que par contre, l'organisation, l'appui à l'installation des professionnels, l'organisation de maisons de santé pluriprofessionnelles, l'articulation entre ces médecins libéraux et les hôpitaux, c'est ça aussi qui doit être le cœur de la mise en œuvre, au-delà de la loi, de la mise en œuvre de la réforme. Claude Évin, vous avez été ministre de la Santé entre 88 et 91. On parle encore de votre loi, la loi Évin. Vous avez traversé les modes et le pouvoir parce que, effectivement, cette décision a changé la vie des Français. C'était facile au départ. Elle a changé sur le tabac, elle a moins changé. Enfin, la loi a quand même davantage, malheureusement, été remise en cause sur l'alcool, essentiellement d'ailleurs sur la publicité. Non, je pense qu'effectivement. Sur le tabac, c'était déjà. Oui, mais c'est intéressant que vous l'évoquiez. Non pas, il ne s'agit pas de revenir sur cette loi comme ça a priori, mais pour bien insister aussi sur un autre élément qui parfois est oublié dans le débat. C'est la question de la santé publique. Et il y a des très grandes inégalités aujourd'hui dans notre pays. Les inégalités, elles sont beaucoup plus grandes en termes d'état de santé de la population qu'en termes d'accès aux soins. Quand on a besoin effectivement d'avoir accès à une prise en charge assez importante dans un cancer, etc., on trouve des solutions dans notre pays. Par contre, on a une espérance de vie qui est différente selon les lieux où vivent nos concitoyens. Et il y a des espérances de vie qui effectivement sont très dégradées dans des territoires dans lesquels le niveau social, par exemple, est une population assez défavorisée. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le sujet de la santé publique, de l'état de santé de la population, des inégalités face à l'état de santé de la population, ça c'est un vrai sujet dont on parle moins que l'accès aux soins, et pour autant cet état de santé il dépend davantage de politique de l'environnement, de politique sociale, que le fait d'avoir un petit hôpital à côté de chez soi.